la TVT au cœur de l'information. L'Afrique avoisine la barre des 4000 décès au Covid-19. Le défi demeure. L'évolution des chiffres pousse néanmoins certains observateurs à l'espoir. Doit-on suspendre l'usage de l'hydroxychloroquine dans le traitement des malades au Togo? L'OMS émet des réserves sur le médicament. À suivre tout à l'heure. La fistule obstétricale est une des conséquences les plus graves d'un accouchement compliqué. Plusieurs femmes en souffrent et sont chassées du foyer conjugal. Existe-t-il des facteurs de risque? Soigne-t-on le mal? À suivre tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué du gouvernement. Dans son communiqué du 9 mai 2020, le gouvernement, sur la base des résultats de l'étude épidémiologique réalisée par les membres du conseil scientifique, montrant une stabilisation de la propagation de l'épidémie dans le Grand Lomé, avait décidé d'alléger les heures du couvre-feu. Tenant compte d'un nouveau rapport établi par le conseil scientifique confirmant la même tendance de stabilité de la maladie, le gouvernement décide qu'à compter du dimanche 31 mai, le couvre-feu débutera désormais à 22 h et prendra fin à 5 h du matin. Les heures de travail, quant à eux, restent inchangées. Les horaires de travail, quant à eux, restent inchangés. L'allègement du couvre-feu ne signifie guère la fin de l'épidémie du coronavirus dans notre pays. Aussi, le gouvernement exhorte-t-il toute la population à continuer à respecter les gestes barrières ainsi que toutes les autres dispositions susceptibles d'éviter la propagation de l'épidémie. Le gouvernement compte sur le sens du civisme et de la discipline de toutes et de tous. C'est un communiqué signé par le gouvernement. La structure des prix des produits pétroliers applicables au Togo à compter du 30 mai 2020 à 0 h. Les prix de vente à la pompe sont fixés comme suit. Super Samplon, 425 francs. Pétrole lampant, 375 francs. Gasoil, 450 francs. Mélange 2 temps, 532 francs. C'est un message signé par le comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers au ministère du Commerce. Alors qu'une amélioration de la crise sanitaire est observée en Europe, où la plupart des pays sont déconfinés, l'inquiétude demeure dans certains États. L'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le protocole de traitement des patients atteints du coronavirus est remise en cause. L'OMS a suspendu provisoirement les essais cliniques. Une étude récente a révélé que la chloroquine pourrait augmenter le risque de décès des malades. Le Togo devrait-il suspendre son usage? Réponse d'Odouaré. La molécule qui a suscité beaucoup d'espoir face au Covid-19, la chloroquine. Après plusieurs polémiques autour de ce médicament, la plupart des scientifiques étaient finalement d'accord sur l'utilisation de cette molécule ou son dérivé, l'hydroxychloroquine, sur des patients atteints du Covid-19. Ces derniers jours, le sujet revient sur le tapis et suscite encore plus d'inquiétudes. Doit-on continuer le traitement à la chloroquine sur des personnes contaminées par le Covid-19? Quand on analyse la publication qui a été faite dans Lancet et quand on regarde les patients qui ont survécu et les patients qui n'ont pas survécu dans cette étude, on constate que la surmortalité a été attribuée à la chloroquine, alors qu'il y a d'autres facteurs qu'on appelle des facteurs confondants. Je m'explique. Quand j'ai lu cet article, il y a d'abord un biais de sélection et un biais d'interprétation.
Les cas qui n'ont pas survécu avaient significativement en rapport une association avec un âge élevé, avec un état d'obésité plus élevé, avec des antécédents de maladies cardiaques élevés, avec un état métabolique, notamment le diabète et les problèmes lipidiques élevés. Aussi avec une consommation de tabac beaucoup plus élevée. Vous voyez que dans ce groupe, il y a beaucoup plus de facteurs qui peuvent aggraver la maladie. Et aussi, quand on regarde les études antérieures qui ont été faites aux États-Unis, en Chine et en Italie, qui ont montré une association significative de ces pathologies au décès dans le cas du Covid-19. Ça serait paradoxal d'attribuer uniquement le décès de ces patients à la chloroquine seulement. Et quand on regarde ce que le professeur Raoul avait dit avant, c'est qu'il faut mettre la chloroquine très tôt. Donc en prenant tous ces éléments, on s'est dit que la conclusion a été biaisée. Biais de sélection, biais d'interprétation. Chez nous ici, ce n'est pas maintenant que nous prenons la chloroquine. Nous connaissons les effets secondaires de la chloroquine. Si on nous dit, dans cette situation où il n'y a pas autre solution, et qu'on nous dit que la chloroquine apportera une solution, nous n'avons rien à perdre en utilisant la chloroquine. Pour l'instant, nous continuons l'utilisation de la chloroquine chez nous. Le Togo va donc poursuivre le traitement à la chloroquine, étant donné que ça fonctionne sur les patients et que c'est approuvé depuis longtemps dans la prévention du paludisme. Cependant, il nécessite de faire la différence entre les décès liés au Covid-19 et les décès associés au Covid-19. Si par exemple quelqu'un fait un accident de la voie publique, il arrive à l'hôpital, on teste Covid-19 positif. Est-ce qu'il est décédé du Covid-19 ou de l'accident? Normalement, dans ce type de décomptage, nous ne devons pas compter ce cas comme dû au Covid-19. Et quand on regarde dans nos chiffres, il y a environ 8 cas comme ça. Sinon, actuellement, si on veut vraiment lier les décès au Covid-19, il y aura environ que 5 cas de décès, quand on explique dans ce sens-là. Bien sûr, parmi les 5 cas, il y aura association avec d'autres pathologies qui ont aggravé la maladie. Au lieu d'être contaminé et se faire traiter à la chloroquine, n'est-il pas mieux de respecter les mesures barrières pour se prémunir de la maladie? Je vous donne lecture du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour, samedi 30 mai 2020, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 433, dont 5 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 206, 4 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 214 et le nombre de décès est de 13. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Miji Yawa. Après son apparition il y a environ 5 mois, le bilan du coronavirus dans le monde est de 364 362 morts avec 5 931 510 cas d'infection. 2 455 400 personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries. Seuls les gestes barrières peuvent véritablement aider à rompre la chaîne de contamination de ce virulent virus. L'une des mesures barrières est le port de masque. Comment l'utiliser et comment le désinfecter, surtout le masque artisanal? Suivez ce dossier signé Tchazim Nabaga. Barrières efficaces recommandées dans la lutte contre la propagation du coronavirus, les cache-nez ont une durée de vie, une période au-delà de laquelle ils n'offrent plus une protection optimale, devenant du coup caduques, inefficaces et pire, dangereux pour leurs porteurs. Les normes demandent qu'après 4 heures de temps d'utilisation, il faut éliminer cela.
Parce qu'on suppose qu'après 4 heures de temps, l'humidité continue dans l'air que nous avons expiré à suffisamment mouiller, puisque c'est en contact avec les narines. Et donc ce n'est plus efficace pour vraiment constituer une barrière contre la diffusion du virus ou bien d'autres particules. Voilà pourquoi il importe de les remplacer régulièrement, ce qui reviendrait à utiliser au moins 2 à 3 masques par jour, ce qui n'est pas toujours à la portée de toutes les bourses. C'est dans ce sens qu'il est évoqué la nécessité de leur réutilisation après lavage et désinfection. Ce n'est pas tous les cache-nez qu'on doit laver et reporter. Tous les cache-nez qui sont en papier, l'élément principal c'est le papier, sont utilisés dans les structures de santé par les soignants, ceux qui sont en contact avec les patients, etc. Après l'usage, il faut l'éliminer. Dans les structures de santé, nous considérons ça comme étant déjà un déchet infectieux. Le technicien de santé, c'est là où il faut mettre cela. Et maintenant, convoyer ça vers l'élimination finale qui est l'incinération. À la maison, lorsque tu le changes, il faut prendre soin de l'éliminer en le brûlant. Et ce n'est pas un déchet qu'il faut mettre dans les déchets ordinaires où la municipalité va venir prendre. Non. Il faut les rassembler et le brûler. Alors, qu'en est-il des cache-nez de fabrication artisanale, dits masques grand public? On peut laver ceci et le reporter. Et c'est bien d'en avoir 2, minimum. Parce qu'à la fin de la journée, ou bien au moment où vous voulez laver un, il faut que l'autre soit disponible pour que vous l'utilisez. Je dois laver mon masque. Et comment je dois procéder? Je prépare ma solution savonneuse. D'abord, et je plonge mon masque là. J'attends 10 à 15 minutes, ce qui permet vraiment aux taches rebelles de quitter le tissu. Et après, lorsque je reviens, surtout la face qui est contre le nez, je frotte délicatement, tout doucement, pour enlever les taches qui résistent encore, qu'il ne faut pas frotter avec force. Lorsqu'on veut le frotter comme si c'est un habit, les mailles vont s'élargir. Et donc, ça veut dire que vous ne portez même plus de masque. Donc, après là, je plonge cela dans de l'eau claire, simple, avec ce mouvement. Ça suffit. Et je l'enlève également. Je plie délicatement. À l'aide de mes doigts, je presse pour enlever l'eau. Il faut éviter de tordre cela, comme le font nos soeurs, nos mamans à la maison quand on lave le linge. Il faut l'éviter de faire de cette manière. Il faut plutôt presser avec nos doigts. Une fois le lavage terminé, vient l'étape de la désinfection. Elle se fait le plus souvent avec une solution chlorée. Nous avons de l'eau de javel disponible dans le commerce, au marché. Et nous avons des bidons vous voyez, des bidons comme ça, où vous pourrez voir sur le bidon, c'est écrit 12 degrés chlorimétrique. Si je prends cette quantité, là, la mesure que j'ai utilisée pour prendre la quantité d'eau de javel, je dois utiliser la même mesure et la même quantité d'eau simple 6 fois. Et je fais le mélange. Donc là, je mets et je prends maintenant la même mesure 1 fois, 2 fois, 6 fois et ça y est. Donc je prends maintenant mon masque qui était déjà lavé et j'étale là. La solution étant déjà préparée, j'immerge mon tissu dans cette solution de chlore dosée à 0,5%. Je l'enlève pour le séchage. Et donc, après que ça soit séché, on peut l'utiliser en toute sécurité. Si par décision du gouvernement, le port du masque de protection est obligatoire pour tout le corps médical depuis le 20 avril 2020, il est par contre fortement recommandé pour l'ensemble de la population lorsque l'on est obligé de sortir de la maison. Qu'ils soient manufacturés ou de fabrication artisanale, les cache-nez doivent être portés de telle sorte qu'ils couvrent entièrement le nez et la bouche afin d'offrir une protection maximale contre la contamination au Covid-19.
Je vous donne une fois encore lecture de ce communiqué du gouvernement. Dans son communiqué du 9 mai 2020, le gouvernement, sur la base des résultats de l'étude épidémiologique réalisée par les membres du conseil scientifique montrant une stabilisation de la propagation de l'épidémie dans le Grand Lomé, avait décidé d'alléger les heures du couvre-feu. Tenant compte d'un nouveau rapport établi par le conseil scientifique confirmant la même tendance de stabilité de la maladie, le gouvernement décide qu'à compter du dimanche 31 mai, le couvre-feu débutera désormais à 22 h et prendra fin à 5 h du matin. Les horaires de travail, quant à eux, restent inchangés. L'allègement du couvre-feu ne signifie guère la fin de l'épidémie du coronavirus dans notre pays. Aussi, le gouvernement exhorte-t-il toute la population à continuer par respecter les gestes barrières ainsi que toutes les autres dispositions susceptibles d'éviter la propagation de l'épidémie. Le gouvernement compte sur le sens du civisme et de la discipline de toutes et de tous. Un communiqué signé par le gouvernement. Au total, 196 pays dans le monde sont touchés par l'ennemi invisible. Le déconfinement progressif se poursuit dans certains pays. L'on s'approche d'un retour à la vie normale, même s'il va désormais falloir affronter une crise économique et sociale d'envergure. Mais la maladie pourra-t-elle disparaître définitivement? Certains pensent qu'on doit apprendre à vivre avec elle. Dodo Waré. En 5 jours, le Togo enregistre 43 nouveaux cas positifs de coronavirus. Plus de 15 000 tests effectués avec beaucoup d'autres cas suspects. Devant cette montée des chiffres, la Coordination nationale de riposte contre le Covid-19 envisage de nouvelles stratégies. Pour l'heure, elle estime que la population doit apprendre à vivre avec la maladie. Nous savons que même s'il existe des pistes de traitement, des pistes de vaccins, aucun vaccin, aucun traitement curatif n'a été homologué par les autorités compétentes sanitaires internationales à l'heure actuelle. Donc, vous comprenez que nous devons apprendre à vivre avec le virus, comme nous l'avons déjà fait avec d'autres maladies, jusqu'à ce que soit on trouve le vaccin ou le traitement, ou bien le virus lui-même il disparaît, comme ça a été le cas pour le SRAS. Nous devons apprendre à vivre avec le virus en respectant les mesures barrières et les règles de distanciation sociale. Heureusement, le taux de guérison est encourageant. 30 nouveaux guéris en 5 jours. Plus de 3000 personnes sont en quarantaine sur l'ensemble du territoire. La majorité sont des voyageurs. Les frontières poreuses leur servent de canal pour rentrer au pays. Et la plupart des cas positifs recensés proviennent de ces voyageurs. La hausse du taux de contamination ces dernières semaines est due sans doute à la présence de ces Togolais revenus des pays voisins. Il s'agit donc essentiellement des personnes qui sont venues des pays voisins de la sous-région et qui sont retrouvés dans les préfectures et qui sont mis en quarantaine dans ces préfectures. Ceci explique la hausse des chiffres ces dernières semaines. Actuellement, la sensibilisation doit être renforcée dans nos préfectures, surtout beaucoup plus en périphérie. La coordination de riposte mise désormais sur le dépistage massif des populations. Il s'agira de dépister toutes les populations des villages ou cantons lorsqu'un seuil de 10 cas de Covid-19 se présente. Une stratégie pensée et adoptée pour rompre la chaîne de propagation du virus à l'échelle nationale. Par ailleurs, des laboratoires mobiles sont disponibles pour renforcer la capacité de dépistage sur l'ensemble du territoire et surtout dans les chefs-lieux des régions, savanes, centrales et plateaux. Il faut alors prendre les précautions pour ne pas s'infecter et infecter à notre tour notre voisinage. Au marché de Aouda, nous sommes à Sotobois, le respect strict des mesures barrières s'impose. Les marchés étant considérés comme des lieux à haut risque de propagation du virus, constat sur place là-bas à Aouda avec Désiré Aloy.
Le marché de Aouda est reconnu être un carrefour, point de convergence des populations de plusieurs villages de Sotobois 2. Vendeurs et acheteurs, un monde d'horizons divers dans ce marché a besoin d'informations pour être à l'abri de Covid-19. La crise sanitaire interpelle tous. Déjà à l'entrée du marché du côté ouest, file d'attente des visiteurs conscients devant un dispositif de lave-mains. Donc tout le monde qui passera ici avant d'entrer au marché doivent laver leurs mains avant de rentrer pour qu'on puisse éviter la maladie Covid-19. Personne ne touche. C'est moi seul qui est là à côté du robinet pour pouvoir ouvrir et fermer. Je viens de laver les mains pour éviter la maladie de coronavirus. On est blanchi avec la maladie. À l'intérieur du marché, la force anti-pandémie visible. Aussi remarque-t-on la présence de jeunes volontaires en appui au comité préfectoral de riposte. Tous sont à l'œuvre pour amener les uns et les autres à la bonne cause. Les jeunes sont là, au-delà de l'entrée des marchés. Il y a au sein du marché même des gens qui sont là, qui rentrent sur les hangars et à Patam pour sensibiliser, vérifier, voir si les gens ont les cache-nez et s'ils les portent réellement. Ça fonctionne très bien à Aouda. J'ai choisi d'acheter chez la femme là, parce qu'elle a respecté en quelque sorte les mesures barrières. Elle a porté cache-nez. Et oui, elle a refusé que je touche à ce qu'elle vend. Donc c'est elle-même qui m'a mis ça dans le sachet. Après avoir vendu, je prends l'argent et j'utilise le gel. On doit laver les mains à tout moment pour tuer la maladie. Dans ce cabaret, les habitudes ont changé. On est sous un cabaret de tchouk. Et compte tenu de la maladie coronavirus, on a décidé que chacun obligatoirement acheter son petit gobelet, prendre le tchouk. Mettons le bâton et on tient le bâton avant d'épuiser pour servir aux gens. 5 personnes comme ça qui peuvent rentrer, ils boivent, ils prennent leur goût, ils sortent et les autres viennent. Covid-19 sème la terreur et chacun doit veiller à le contrer en se protégeant et en protégeant les autres. Dans tous les marchés des 6 cantons de la commune, nous avons mis les dispositifs de lave-mains. Nous sommes au marché d'Aouda actuellement, où dans les 4 coins de ce marché, il y a les dispositifs de lave-mains. Au début, on avait des difficultés, mais maintenant, la population a compris ce qu'il faut faire pour éviter cette maladie. Dans le marché d'Aouda, si vous ne portez pas le cache-nez, les gens vont vous regarder bizarre. C'est un suivi que nous sommes en train de faire parce que nous avons toujours sensibilisé. Aujourd'hui, une des manières d'éviter le coronavirus, c'est de dénoncer ceux-là qui viennent des voyages. Il faut les dénoncer pour qu'ils soient testés. L'état d'urgence sanitaire toujours en branle, l'effort individuel et collectif de mise pour combattre le virus. Ici et là, soyons prudents face à cet ennemi invisible qui fait des victimes au Togo, tout comme ailleurs. Plus d'un quart de million de femmes meurent chaque année pendant la grossesse ou à l'accouchement. Parmi celles qui survivent, un grand nombre souffrent de problèmes de fistule obstétricale. Compte tenu de ces incontinences, les femmes atteintes de fistules sont généralement abandonnées. Quels sont les facteurs de risque de ce mal qui gangrène les femmes? Peut-on le réparer? Esther Laclé. Donner la vie, le rêve de la plupart des femmes. Pour y arriver, elles sont prêtes à tout. Beaucoup s'en sortent sans problème, d'autres traînent des pathologies toute leur vie. Parmi les lésions les plus graves et les plus dangereuses lors des accouchements compliqués figure la fistule obstétricale. La fistule obstétricale est une communication anormale entre le vagin et la vessie, appelée fistule vagino-vésicale, ou entre le vagin et l'urètre, donc fistule vagino-urétérale. Ou parfois, il peut s'agir d'une communication entre la vessie communique avec le vagin, en même temps l'urètre ou le rectum communique aussi avec le vagin. Et donc cette femme est amenée à perdre aussi les urines et les matières fécales.
Et donc c'est une complication qui met vraiment mal à l'aise ou qui indispose la femme lorsque vraiment elle survient. C'est un mal silencieux qui ronge la vie de beaucoup de femmes. La cause, les mariages précoces, les pratiques traditionnelles et les conditions sanitaires déplorables. Massan en est un exemple vivant. Elle a vécu 15 années de souffrance, de dépression, de discrimination et d'isolement social. J'ai eu 2 enfants, ils sont tous morts. J'avais du mal à contrôler mes urines. 4 fois j'ai été opérée avant d'avoir gain de cause. Certains m'insultaient sans savoir ce que j'avais. Là, je suis très contente. J'ai été malade pendant au moins 15 ans. La fistule obstétricale n'est plus qu'un souvenir pour Massan. Tout comme elle, beaucoup de femmes en souffrent. Très peu ont le courage d'en parler. Il y avait un problème de maux de ventre. Et j'ai été à l'hôpital. On m'a demandé de faire l'échographie. Et j'avais fait, on me disait que j'avais le fibrome. Et j'ai suivi l'opération en 2015. Et après ça, ça n'allait pas. Et je suis retournée à l'hôpital et ils m'ont placé une sonde. Et après tout ça s'est enlevé. Je suis encore repartie, on m'a encore replacé. Il a dit que c'est le fistule parce que l'urine sortait seule. Je mettais des couches. Yamboutier fait partie de ces femmes qui ont eu la chance de retrouver leur dignité après avoir vécu avec cette pathologie. C'est en novembre 2016 qu'on m'a opéré. Et j'ai suivi les consignes. Maintenant, ça va. L'opération a réussi. Maintenant, je peux aller rentrer dans n'importe où. Sinon, avant là, je n'allais pas quelque part. J'étais à la maison seulement. Comme je ne sortais pas comme ça, là, ils ne savaient pas. C'est une seule fois qu'il y a des enfants qui sont rentrés pour regarder la télé. J'étais couchée à l'intérieur. Après tout, je me suis réveillée voir que j'étais dans l'urine. C'est ça seulement qui m'a marqué. Depuis 2012, le gouvernement mène des campagnes gratuites de cure pour venir à bout de cette morbidité. Malgré les difficultés rencontrées, le bilan est plutôt encourageant, même si beaucoup reste à faire. 2012, lors du lancement de la Karma, qui a été vraiment un engagement au plus haut niveau de l'État, il y a donc eu cette décision d'abord de rendre gratuit ou fortement subventionné la césarienne. En dehors de ça, il y a eu des missions de prise en charge des fistules. Ces femmes sont donc recensées, elles sont examinées pour confirmer le diagnostic et opérées chirurgicalement. Et donc, toutes les étapes de la prise en charge sont gratuites. Depuis que cette campagne a commencé, au total, il y a 663 femmes qui ont été opérées à ce jour. Nous avons un centre de prise en charge à Sokoré qui a été transformé donc en un centre de référence de prise en charge des cas de fistule. Et en dehors de ce centre, nous avons l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu d'Afagna qui opère également des cas de fistule avec l'appui de ses partenaires. Les grosses difficultés que nous avons eues, c'est surtout le suivi des femmes opérées. La perspective, c'est donc d'arriver à mobiliser suffisamment de ressources pour la prise en charge de ces cas de fistule. Triompher de cette pathologie handicapante est une chose, reprendre sa vie après avoir tout perdu en est une autre. À la Direction générale du genre et de la promotion de la femme, une seconde chance est offerte à ces femmes. Lorsque la guérison est constatée, donc le ministère vient en appui à ces femmes-là pour leur permettre de reprendre une activité génératrice de revenus. La réinsertion socio-économique suit plusieurs étapes, à savoir l'identification des besoins de ces femmes-là. On voit avec elles qu'est-ce qu'elles veulent entreprendre comme activité, ou celles qui menaient déjà une activité, est-ce qu'elles veulent continuer avec la même activité ou faire autre chose. Et lorsque ces femmes arrivent à identifier ce qu'elles veulent faire, le ministère s'appuie sur les ONG
La prise en charge psychosociale intervient également avant, pendant et après la prise en charge chirurgicale. Depuis 2004, l'UNFPA, partenaire du Togo, appuie les campagnes de cure de la fistule. Entre 2013 et 2018, environ 500 000 $ ont été consacrés à cette lutte. En tant que leader de la campagne mondiale pour l'élimination de la fistule, UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, distribue des fournitures médicales, assure des formations et procure des fonds en faveur de la prévention et du traitement de la fistule, mais également contribue à développer des programmes de réinsertion sociale. Maintenant, concernant la célébration de la fistule obstétricale, qui est une journée mondiale que tous nos pays observent, et surtout dans le contexte de pandémie à coronavirus que nous connaissons tous. Au Togo, nous recensons entre 150 et 200 nouveaux cas tous les ans. Et le 23 mai, c'est vraiment la journée internationale pour le monde entier de se rappeler des efforts qui doivent être encore faits pour éliminer la fistule obstétricale dans tous les pays. On estime aujourd'hui à plus de 2 millions de cas de fistule obstétricale non traités dans le monde, la plupart en Asie et en Afrique subsaharienne, avec 30 000 à 100 000 nouveaux cas chaque année. La prévention reste la solution. Accès aux services de santé, élimination du mariage des enfants, notion rappelée le 23 mai de chaque année. L'Afrique compte aujourd'hui 135 599 cas confirmés au Covid-19, 56 540 sont guéris et 3 926 personnes en sont décédées. Il y a lieu de renforcer les mesures barrières. Que doit-on savoir sur le virus? Suivez. Que retenir sur le Covid-19 et sa transmission? Le Covid-19 est une maladie infectieuse causée par une forme de coronavirus qui n'avait encore jamais été identifiée chez l'être humain et totalement inconnue avant le début de l'épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Ce nouveau virus peut entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des inflammations respiratoires sévères dans certains cas et peut même causer le décès des personnes atteintes. Bien que l'infection Covid-19 reste relativement bénigne dans 80% des cas, le Covid-19 reste un virus extrêmement contagieux avec un rythme de propagation très accéléré. Aussi, pour retarder sa propagation, il est important de prendre certaines mesures. La maladie est transmise par des personnes porteuses du virus. Elle se propage d'une personne à l'autre à travers les petites gouttelettes nasales ou buccales expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne atteinte de Covid-19 tousse, éternue ou expire. Le virus est ainsi transmis à travers ces gouttelettes qui peuvent tomber soit directement sur la bouche, dans les narines et les yeux d'une personne non malade à proximité. C'est pourquoi il est important de se tenir à plus d'1 mètre d'une personne malade, ou soit sur des surfaces ou des objets que des personnes non malades vont toucher, ensuite toucher leurs yeux, leur nez ou leur bouche, et contractant ainsi la maladie. Pour éviter la propagation du virus et pour se protéger et protéger les populations vulnérables et fragiles, il est important d'adopter des gestes barrières qui permettent de barrer la route à la maladie. D'abord, se laver régulièrement et soigneusement les mains avec de l'eau et du savon ou se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. En effet, se laver les mains tue le virus s'il est présent sur vos mains. Ensuite, tousser ou éternuer dans un mouchoir jetable et le jeter dans une poubelle fermée ou soit dans le pli du coude. Il faut également saluer sans se serrer les mains, éviter les embrassades. Gardez une distance d'au moins 1 mètre entre vous et toute autre personne. Ensuite, ne pas se toucher les yeux, le nez ou la bouche. Portez un masque lors de vos déplacements hors de chez vous. C'est également utile à la maison si vous avez des symptômes. Alors, comment savoir si on est peut-être atteint du Covid-19? Les symptômes les plus courants du Covid-19 sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche.
Certains malades peuvent souffrir de maux de tête, de congestion nasale, d'écoulement nasal, de maux de gorge ou de diarrhée. Ces symptômes sont généralement légers et commencent progressivement. Certaines personnes infectées ne présentent pas de symptômes et se sentent bien. La plupart des gens, environ 80% des cas, se remettent de la maladie sans avoir besoin d'un traitement spécial. Mais que faire si on ressent ces symptômes? En cas de manifestation des symptômes, il ne faut surtout pas vous déplacer. Contactez le 111, un numéro gratuit. Les services compétents prendront les dispositions nécessaires pour vous prendre en charge rapidement. Mais en attendant, portez un masque. Isolez-vous au mieux que vous pouvez et évitez le contact avec qui que ce soit au risque de les contaminer. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, président du Comité national de la transhumance. Il porte à la connaissance des présidents des comités préfectoraux de la transhumance, des brigades de contrôle, des responsables de la Fédération nationale de la filière bétail, viande, des éleveurs nomades, des agriculteurs et de tous les autres partenaires que la campagne nationale de transhumance 2020 prend fin le 31 mai 2020 sur toute l'étendue du territoire national, conformément à l'arrêté interministériel numéro 001 MAEIR MATDCL MEF MCDAT MSPC du 22 mai 2008 portant organisation du mouvement de la transhumance au Togo. Par conséquent, il est demandé aux présidents des comités préfectoraux de la transhumance, aux brigades de contrôle et aux services techniques concernés de prendre toutes les dispositions idoines pour assurer le retour paisible des troupeaux transhumants dans leur pays d'origine. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique compte sur le civisme de tous les acteurs impliqués dans la gestion de la transhumance pour le respect scrupuleux de la présente disposition. Un communiqué est signé par le ministre en charge de l'Agriculture, Koutera Bataka. Une fois encore, je vous donne lecture de ce communiqué du gouvernement. Dans son communiqué du 9 mai 2020, le gouvernement, sur la base des résultats de l'étude épidémiologique réalisée par les membres du conseil scientifique montrant une stabilisation de la propagation de l'épidémie dans le Grand Lomé, avait décidé d'alléger les heures du couvre-feu. Tenant compte d'un nouveau rapport établi par le conseil scientifique confirmant la même tendance de stabilité de la maladie, le gouvernement décide qu'à compter du dimanche 31 mai, le couvre-feu débutera désormais à 22 h et prendra fin à 5 h du matin. Les horaires de travail, quant à eux, restent inchangés. L'allègement du couvre-feu ne signifie guère la fin de l'épidémie du coronavirus dans notre pays. Aussi, le gouvernement exhorte-t-il toute la population à continuer par respecter les gestes barrières ainsi que toutes les autres dispositions susceptibles d'éviter la propagation de l'épidémie. Le gouvernement compte sur le sens du civisme et de la discipline de toutes et de tous. Un communiqué signé par le gouvernement. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Coucou spécial à celles et ceux qui donnent de leur temps pour sauver les malades du Covid-19. Prenez soin de vous et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.